Bonjour, je m'appelle Antoine Jacobson, je suis responsable du Potager du Roi, site historique de l'École nationale supérieure de paysage. Le Potager du Roi, c'est un peu l'archétype des jardins nourriciers. C'est un grand carré central d'un peu plus de 3 hectares avec au centre un bassin et dans ce grand carré, 16 carrés, une découpe en 16 et autour une quinzaine de jardins et sur le bord nord, derrière moi, les bâtiments de l'École nationale supérieure de paysage. Les objectifs et les ambitions de Louis XIV en construisant le Potager du Roi ne doivent pas être réduits au Potager du Roi. C'est-à-dire que bien sûr le potager devait fournir sa table, mais le Potager du Roi devait aussi faire partie du projet global de Versailles qui était, en tout cas moi j'aime bien le résumer avec le mot impressionner. Mais il ne faut pas réduire impressionner au seul effet. Il faut voir que impressionner avait un but. Et le but, c'était représenter la France, c'était la grandeur de la France, c'était tout ce qu'il y avait de mieux de ce pays dont Louis XIV était roi. L'esprit de l'époque de Louis XIV que nous maintenons, que nous faisons vivre, est à la fois lié à Louis XIV, mais aussi à son jardinier créateur, Jean-Baptiste de La Quinténie, donc premier jardinier ici. C'est être à la fois utile et agréable, à la fois produire des fruits et légumes, mais aussi être un lieu de promenade. Un lieu qui cherche à maintenir, à garder ce qu'il y a de plus intéressant du passé, mais qui cherche aussi à continuellement trouver du nouveau. C'était déjà le positionnement de Jean-Baptiste de La Quinténie au XVIIe siècle. Prendre les traditions et innover. Le rôle du Potager du Roi aujourd'hui dans le maintien et la transmission des pratiques culturales est en réalité quelque chose que le Potager du Roi faisait déjà il y a 340 ans. C'est par cette grille que le roi rentrait dans ce jardin accompagné par des diplomates ou par sa cour, mais aussi par cette grille que le roi venait discuter avec son jardinier, découvrir comment fonctionnait la greffe, comment on taille les arbres. Et aujourd'hui, ce site sert à la fois de transmission de savoir-faire pour la taille des arbres, mais sert aussi de lieu de sensibilisation des paysagistes ou du grand public à notre environnement, aux enjeux de notre environnement et de nos futures manières de cultiver. Premièrement, il faut que ça soit bon. Il faut que, en termes de dégustation, en termes de ce que nous pouvons faire avec, ça doit être de bonne qualité gustative. Il faut aussi que ça soit, on va dire, d'une culture relativement facile, dans une situation où nous ne traitons pas, tout simplement. Un autre critère, c'est, on va dire, l'histoire. Est-ce que c'est une variété ancienne? Est-ce que c'est une variété qui a une histoire? Ou est-ce que c'est une variété nouvelle issue d'une variété ancienne connue? Et ces 3 critères, il n'y a pas de niveau absolu. On les croise. Dans un cas, ça peut être plus un que l'autre. Il faut trouver cet équilibre. Dans les critères qui interviennent sur le choix des variétés, il y a à la fois les critères donc, historiques, des questions agronomiques et des questions de goût. Alors là, on va essayer de les croiser. Une des choses qui est remarquable au XVIIe siècle ici, c'est que la laitue, les salades, ont une place très importante. Et si je me souviens bien, Jean-Baptiste de La Quinténie, dans son ouvrage, cite une douzaine ou peut-être même une quinzaine de variétés de laitue. Alors là, juste autour de nous, 1, 2, 3, 4, on a 4 laitues différents, sachant aussi que nous, ce n'est pas nécessairement de la laitue paumée. Là, on le voit bien, ça c'est une laitue qui a été coupée. Hein, donc en réalité, on a coupé pour avoir les feuilles, pour pouvoir le faire en mélange dans nos mesclins. Mais on n'a pas que ça. L'autre chose que La Quinténie avait en quantité dans son jardin, il commençait souvent ces plates-bandes, ces parcelles comme ça, c'est des radis. La radis qu'il disait être la manne des jardins. Et c'est très intéressant, c'est-à-dire ici on a des radis qui sont d'une variété contemporaine qui s'appelle le radis glaçon, qui est un radis blanc long.
Mais l'objectif entre le radis et les laitues et d'autres plantes potentielles, c'est d'occuper le terrain. C'est-à-dire au moment du semis, que tout soit couvert, qu'il y ait une plante qui pousse partout, et que certaines plantes soient plus rapides, on les enlève, on les consomme, et les autres plantes qu'on laisse sur place se développent et couvrent tout. C'est vraiment cette question, on va dire dans ce sens-là, dans le choix agronomique, dans le choix des critères agronomiques de nos variétés, il faut des variétés avec une certaine vigueur. Nous produisons entre, on va dire, 40 tonnes de fruits et légumes par an. Les légumes sont en constante progression actuellement, les fruits sont en stagnation, même en recul, suite à l'arrêt des traitements phytosanitaires par pulvérisation sur les arbres fruitiers et suite aussi à l'âge des arbres, les arbres qui sont plutôt vieillissants. Et donc on a une baisse de production, il va falloir qu'on renouvelle le jardin fruitier. Agriculture urbaine est un mot qui est devenu très à la mode, très important aujourd'hui, mais il faut quand même se dire que toute ville avait une agriculture de proximité. Et le potager du roi, quand il est posé ici, sur l'étang Puant, à côté du château, on est dans un système où un lieu de production par rapport à la maison à côté qui est le lieu de consommation. On est sur une proximité immédiate. Et la ville, ensuite, s'est construite autour. Nous sommes devenus progressivement un site d'agriculture urbaine. J'aurais tendance à vouloir dire horticulture urbaine, car c'est une pratique, on va dire, spécialisée de production. L'évolution de ce jardin dans le temps est une des questions fondamentales, à la fois du point de vue du jardin historique, comment conserver son atmosphère, comment conserver ce patrimoine, mais aussi comment le conjuguer avec les enjeux contemporains, c'est-à-dire la consommation des ressources non renouvelables et la santé de l'environnement et des humains à l'intérieur de l'environnement. On doit réussir à ce que cette évolution se fasse en respectant le patrimoine, en respectant, on va dire, le caractère historique du site. Et je pense que nous pouvons le faire. Mais nous devons le faire en prenant en compte d'abord cette question de la santé de mes collègues, avec les gens avec qui je travaille, nous travaillons dans ce jardin, la santé des gens qui consomment nos produits. Nous devons réussir à le faire en consommant le moins d'énergie ou en tout cas en produisant le plus possible dans notre espace. Et dans ce jardin, dans la totalité du potager du roi, depuis plus de 2 ans, nous ne traitons plus du tout, que ce soit en produits de synthèse ou de produits agrès en culture biologique, nos arbres fruitiers. Pour le faire, on essaye de créer un environnement dans lequel nous sommes en bonne santé, que ce soit nous, mais aussi nos plantes. Donc on diversifie, on ajoute des légumineuses, on ajoute du paillage, on met dans le verger, dans le jardin fruitier, des plantes aromatiques et des plantes ornementales. Car peut-être que certains d'entre elles, de ces plantes, ont des caractéristiques qui cadrent avec ce que nous cherchons, c'est-à-dire une santé globale de l'espace autour de nous. Prendre son temps. Cette première vertu du jardinier, c'est la patience. Et la patience de jouer aussi. Pourquoi je dis la patience de jouer? Parce que quand on se lance dans la taille des arbres fruitiers, on est face à des arbres qu'on veut garder pour 30, 40, 50, 60, 100 ans. Il faut se dire que le geste que je fais là, c'est peut-être pas le bon, mais peut-être que ça l'est. Et je ne peux le savoir que si je me donne le temps de me rappeler de ce que j'ai fait cette année, l'année d'après, et encore l'année d'après, et encore l'année d'après. C'est ce temps, c'est la patience, le temps, que moi je conseille à tout jardinier et à toute personne.